Salut tout le monde, c'est Ossip, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hier, on a bouclé le jour 30 du premier mois d'activité de mon entreprise. Je voulais en profiter pour faire un petit bilan avec vous sur un format un peu plus long où c'est un peu plus posé et on peut parler tranquillement. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Ossip, enfin mon prénom c'est Isaiah, mon deuxième prénom c'est Ossip et mon entreprise s'appelle Ossip. J'ai 26 ans, bientôt 27. J'ai créé mon entreprise en début juillet 2026 en statut SASU à l'IS. Et j'ai commencé à vendre ma première vente, c'était le 8 juillet 2026. Donc là, ça fait quasiment tout pile un mois que, que cette aventure elle a commencé. Et c'est génial. Franchement, je pense tous les jours j'apprends, tous les jours je découvre de nouvelles choses sur le marché, sur moi-même, sur l'éthique de travail. Enfin, c'est génial. Et du coup, pour parler un peu plus de moi-même, comme je vous ai dit, j'ai 26 ans. Donc je suis né en 1999. J'ai énormément grandi avec Pokémon. En vrai, jusqu'à un certain âge, parce qu'après, j'ai beaucoup plus joué à Yu-Gi-Oh! En vrai, moi je me rappelle, j'ai des souvenirs de la cour de récré où tout le monde ramenait ses cartes, ses consoles pour faire les échanges, enfin, et surtout ça jouait beaucoup à Yu-Gi-Oh! Et donc j'ai vraiment baigné dans ce monde du TCG très très jeune, avec un grand frère à la maison et une petite sœur où on jouait beaucoup également. Et on se faisait des parties sur parties sur parties. Pokémon, on n'y jouait pas tant que ça, mais on collectionnait beaucoup, parce qu'on ne comprenait pas les règles du jeu. Mais Yu-Gi-Oh! J'y ai énormément joué. Et, et c'est toujours quelque chose qui est resté une passion pour moi, enfouie, mais parce qu'après, j'ai un peu délaissé Pokémon, pour être honnête, après la quatrième génération. Et en général, c'est plus ou moins au moment du bloc Diamant et Perle que j'ai un peu arrêté de collectionner Pokémon parce que je trouvais que ça faisait trop enfant. Et même le sentiment général à l'époque, je sais que beaucoup de plus jeunes vont pas comprendre ça, ceux qui ont aujourd'hui entre 18 et 22-23 ans, ils comprendront peut-être pas, mais ceux qui ont plus de 25 ans comme moi, le jeu, les jeux noir et blanc avaient été très mal accueillis à l'époque. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est d'accord pour dire que c'est des jeux qui sont générationnels. Mais à l'époque, c'était pas le sentiment. Et il y avait aussi le fait que c'était le passage sur une nouvelle console je pense, qui a freiné beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement joué au jeu. Moi, en tout cas, je sais que j'étais dans ce cas. Et dans mon entourage, dans mes amis, etc., c'était le cas. Et quasiment personne, personne que je connais qui a acheté une 3DS pour jouer à noir et blanc. Et donc, en fait, c'est un jeu, je pense, qui a vraiment marqué pour moi, en tout cas, je pense qu'il a vraiment marqué une fracture entre deux générations Pokémon différents, ceux pré-5G et post-5G. Et moi, c'est vraiment le moment où j'ai un peu arrêté activement de suivre Pokémon. Donc je regardais toujours du contenu autour. J'ai j'ai recommencé à regarder des contenus, mais c'était plus autour du compétitif, autour de 2016-2017. Et je suivais de loin les sorties des cartes, etc. Mais à ce moment-là, je ne collectionnais plus. Parce que la plupart du temps, je mettais tous mes sous que j'avais dans des abonnements Dofus ou qu'est-ce que j'ai acheté à l'époque du gacha, Dokkan Battle, OPTC, tout ce genre de choses. Je mettais plus de sous dans les cartes en fait. Mais même Yu-Gi-Oh! J'avais arrêté d'acheter des decks, etc. Et, euh, et petit à petit, en fait, plus je commence à vieillir et je commence à me rendre compte de mes forces, de mes faiblesses. Et je me dis, bah écoute, je me suis posé, je me suis dit, c'est quoi ta force? C'est quoi le truc sur lequel tu es le plus fort? Moi, c'est la vente, personnellement. J'adore vendre, le simple fait de vendre, de faire de l'achat-revente. Je parlais de Dofus tout à l'heure, mais j'ai fait pareil sur FIFA. Je montais des comptes de 0 à 2 millions de crédits, 3 millions de crédits en faisant que de l'achat-revente sur Dofus, faire le milliard sur les serveurs héroïques, après sur les vrais serveurs aussi, bon c'était plus facile, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est un truc qui m'a toujours attiré. J'ai jamais vraiment réussi
à l'appliquer dans la vie réelle. Et c'est là où ce déclic est arrivé, en fait. Quand il y a eu la dernière vague de hype Pokémon, pas celle de 2020, celle récemment, là, il y a à peu près 2 ans. En fait, je me suis posé, je me suis dit, bah, écoute, t'aimes Pokémon, t'aimes vendre, il y a une opportunité de marché où tu peux essayer de trouver un certain arbitrage, bah fais ça. C'est ce que tu as fait toute ta vie quand tu étais gamin. Tu t'achetais t'achetais des stylos au supermarché ou je sais, enfin, et tu les vendais. Enfin, moi, je vendais des bonbons, je vendais des stylos, je vendais n'importe quoi. On faisait des, comment ça s'appelle? Des rafles où on prenait de nos cartes, on faisait payer un droit d'entrée. C'est-à-dire, ça pouvait être une bille, c'était pas forcément de l'argent, hein, mais ça peut être une bille, une carte, peu importe. Et on prenait les cartes et on les jetait en l'air. Et en fait, il y avait un certain nombre de personnes qui participaient et en fait, tu devais payer ton droit d'entrée, quoi. Et nous, en fait, on s'en fichait parce que à partir du moment où les gens qui sont participants payent le droit d'entrée, qui a la carte, ça nous est égal. Et que j'ai toujours été d'essayer de trouver des combines, essayer de trouver des astuces, que des trucs comme ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais t'as une énergie, un cerveau qui est fait pour ça. Et ben, essaye d'en faire quelque chose, en fait. Parce que j'ai travaillé dans des milieux qui n'avaient pas vraiment quelque chose à voir. C'était plus de la relation client ou ce genre de choses, mais c'est pas la même chose, en fait. C'est vraiment ce truc de se dire, voilà, l'arbitrage, je kiffe ça, en fait. C'est ma passion, c'est ça. C'est de me dire, j'achète pour un prix A, je vends pour un prix A prime et je paye mes charges, impôts, etc. sur la différence et le reste, c'est du profit, quoi. C'est bizarre, hein. Il y en a qui aiment l'art, il y en a qui aiment la musique. Moi, c'est ça que j'aime. Voilà. C'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui fait que je me lève le matin. Ça peut paraître, entre guillemets, hyper capitaliste, hyper pécunier, etc. Je J'accepterais que vous voyez comme ça, je m'en fiche un petit peu, à vrai dire, c'est ce qui me rend heureux, donc c'est pas vraiment le concept de l'argent, c'est plus le fait de le faire, c'est plus les nombres, plus que l'argent lui-même, parce que c'est pas vraiment ça qui m'anime, même si forcément bah, on a besoin d'argent pour vivre, donc je vais faire je vais faire les choses correctement, mais, donc voilà. Donc ça c'est un peu pour la partie explication, et du coup, pour pour le day-to-day, c'était compliqué au début. Parce que du coup, moi, j'ai investi dans un premier temps 10 000 euros. 10 000 euros de mon argent perso. Et ensuite, j'ai remis 5 000 euros encore par la suite en compte courant d'associé. En apport en compte courant d'associé. Donc, c'est-à-dire, c'est de l'argent que j'ai pas injecté au moment de la création de la boîte et des statuts. Elle n'est pas en fonds social, mais c'est de l'argent que j'ai injecté par la suite, que je pourrais récupérer sans impôt sur les profits futurs de la boîte, etc. Mais c'est pas l'objectif. Donc voilà, pour vous expliquer un peu d'où je pars. Et donc, bah, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a 15 000 euros sous la main pour faire son projet ou quoi que ce soit. Moi, je dis pas du tout ça. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense qu'il n'y a rien que je fais qui est pas possible à faire à plus petite échelle. Je pense qu'à trop petite échelle, ça devient compliqué parce qu'il y a forcément un effet d'échelle. Bah, par exemple, quand on va consolider des colis pour les envoyer, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer une plume au Japon, en fait, en dessous, enfin, ça peut être dans n'importe quel pays, mais on va parler du Japon parce que c'est le pays qui nous intéresse. Quand vous envoyez un colis, en dessous de 2 kilos, non, en dessous de 2 kilos, c'est le même prix. Vous pouvez envoyer 100 grammes ou 2 kilos, vous allez payer le même prix. Donc, en fait, pour optimiser, le plus intéressant, c'est d'envoyer des colis qui se font 2 kilos. Mais si vous avez que 200, 300, 500 euros, des fois, ça va être compliqué de remplir au maximum la capacité de ce colis de 0 g à 2000 grammes pour entre guillemets, maximiser la répartition de la charge qui est le frais de port sur un maximum d'items. Ou des items de plus grosse valeur pour que ça encaisse plus facilement le coup.
Bah, par exemple, imaginons, moi je prends 10 cartes gradées qui coûtent chacune 200 euros. Et vous prenez 10 cartes normales qui valent chacune 30. Quand vous allez faire votre marge de 15-20%, bah, en termes de marge, on va peut-être faire les mêmes pourcentages, mais en termes monétaires, pour une carte où j'ai une marge de 20% sur une carte qui coûte 200, ça va me faire 40 euros de marge brute. À quoi je vais retirer la même somme que vous allez retirer. Mais si vous vendez la carte 30 euros, la marge brute, elle est de 6 euros. Donc, techniquement, on fait la même marge en pourcentage, mais le numéraire qu'on va en tirer, il est différent. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout qui est applicable, évidemment. Mais ça, malheureusement, moi, j'y suis pour rien. Et puis, vous n'êtes pas... comment dire, je fais pas cette chaîne pour inspirer les gens parce que la situation de chacun est différente. Je suis pas dans votre situation, j'ai pas vos difficultés et ça se trouve il y a des gens qui sont plus fortunés entre guillemets. Enfin, c'est pas ça se trouve. Évidemment qu'il y a des gens qui sont dans de meilleures situations que moi. Mais c'est plus pour dire que la situation de chacun est différente. Tout le monde a ses difficultés. Moi, je fais plus cette chaîne comme un défi pour moi parce que j'ai eu énormément de problèmes avec la discipline, entre guillemets, le fait de s'autodiscipliner, le fait de pas se mentir à soi-même. Et cette chaîne, elle me sert vraiment. Et en plus des vidéos sur Insta, TikTok, etc., ça me force en fait à une rigueur. Et je trouve que je kifferais en fait dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, montrer ces vidéos à mes enfants si j'en ai et leur dire regardez, regardez ce qu'il faisait papa il y a 20 ans, comme il avait une tête de con, etc. Enfin, c'est plus pour ça que je le fais, c'est un peu un marque-page dans l'histoire, parce que les souvenirs, ça va, ça vient, mais ça, c'est entre guillemets, c'est marqué dans la roche, et si je les sauvegarde, etc., sur un disque dur, enfin, ça s'effacera pas, quoi. Et donc, c'est vraiment pour marquer un moment dans ma vie où j'ai décidé d'entreprendre quelque chose, et on verra où ça me mène, quoi. Donc, grande intro hors de... Voilà, vous avez un peu expliqué tout ça. Au niveau des chiffres, donc là, pour l'instant, bah, c'est un petit spoiler par rapport à la vidéo qui va sortir demain sur TikTok et tout. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, il est midi 14. On est le 9 août 2026. Là, aujourd'hui, on a fait 1756 de CA. Et là, en total, on a fait combien? En total, là, pour l'instant, on est à 23 560 euros de chiffre d'affaires. Donc, et compter à chaque fois à peu près 15% de marge nette sur tout ça. Donc, le calcul se fait rapidement. Ouais, je ne vais pas le faire ici, mais enfin, ça se calcule facilement. Donc voilà. Et donc, j'ai commencé, du coup, il y a un peu plus d'un mois, 31 jours. Donc moi je suis super content, l'entreprise se porte super bien, donc là j'ai encore pas mal de trucs à faire niveau comptabilité, niveau faut que je rentre des factures, faut que je m'assure que tout ça se soit carré, mais sinon trop content, franchement ça se passe tellement mieux que j'avais espéré, parce que moi je me suis dit, écoute, l'objectif c'est... En fait c'était un objectif un peu fou, je me suis dit, dans un premier temps, hein, je me suis dit, écoute, de toute façon, tu pars avec, entre guillemets, 10-15 000. Faire 15 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu fais tourner ton stock une fois, entre guillemets. Hein. Je me suis dit, bon, écoute, avec le temps que ça prend de vendre des cartes, etc., peut-être le marché, il va pas super bien, c'est des items qui coûtent cher, parce que mon panier moyen, c'est 130 euros, en fait. Donc je me suis dit, bon... ok, ça va peut-être te prendre du temps, les gens ils te connaissent pas, peut-être qu'ils te font pas confiance. Bon après, pour être honnête, je suis parti d'un compte Vinted que j'utilisais déjà avant, et donc j'avais dessus que des 5 étoiles quasiment, et j'avais genre 90 avis, un truc comme ça. Donc en vrai, je pars pas de rien non plus, mais c'est quelque chose que j'ai construit sur un an auparavant, pardon. Et donc en vrai, oui, ça aide énormément parce que tu fais ça sur un compte Vinted où t'as rien. Bah, bon courage, hein. Franchement, ça prend du temps. Au début, il faut vendre des petites cartes. Et donc en fait, tu rajoutes avec l'inertie et tout, surtout si c'est un compte pro. Parce que compte pro, ça veut dire que
Une fois que ta commande est arrivée, tu as un délai de 14 jours avant de récupérer les fonds. Et une fois que les fonds sont disponibles sur ton portefeuille, tu as encore un délai de 2-3 jours avant que ça revienne sur ton compte bancaire. Donc en fait, tu fais une vente, la vélocité à laquelle tu vas récupérer tes sous sur le compte pour pouvoir réinvestir, même si tu vends le jour même, genre tu postes un article, le jour même c'est vendu, le jour même c'est expédié, tu en as minimum pour 3 semaines en fait. Donc c'est ce qu'il faut se dire. L'avantage de Vinted, c'est que ça apporte beaucoup de visibilité sur tes listings. Le désavantage, c'est que bah, du coup, c'est assez lent. Mais en vrai, ça va. Franchement, il y a pire. Comme je disais par rapport à l'objectif, je pensais que je me suis dit, si on fait déjà 60 000 de CA dans l'année, je suis vraiment content. Parce que je me dis, vas-y, je net 20%, 15-20%. Donc, ça me ferait... alors, 10, c'est 6, 5, c'est 3. Donc, ça ferait 9 000 euros à 15%. Et à 20%, ça ferait 12 000 euros de bénéfices sur l'année. Franchement, je me suis dit, bah écoute, pour une année 1, c'est génial. Surtout que moi, je ne sors pas dessous de la boîte. Il y a tout qui reste dans la boîte. Donc, à part les dividendes éventuels, mais bon, ça, c'est pas très important. Donc c'est génial parce que ça veut dire que la boîte elle peut continuer à grossir, la boîte est rentable entre guillemets et tout, enfin c'est cool quoi, c'est génial. Et je me suis dit vas-y, pour les vidéos etc, mais en même temps pour me fixer un objectif qui est plus que, le truc qui est réaliste, je vais me fixer un objectif de 100K parce que c'est un chiffre qui est un peu plus gros, c'est un peu plus impressionnant, même pour moi-même ça fait un peu plus peur. Et donc je me suis dit, vas-y, fixe-toi un objectif de 100K et on verra. Donc 40 000 supplémentaires quand j'ai fait mon EBITDA, enfin, pas mon EBITDA, mais mon étude de marché, etc., en fonction de ce que je vends, et etc., je me suis dit, bon, je pense que 60 000, je suis bien. Je me suis dit, vas-y, 100 000. Et là, ça fait un mois et on est quasiment à 24 000, quoi. Donc je me dis, mais on est quasiment à un quart alors qu'il n'y a qu'un mois qui est passé. Je me dis, les 100 000, on peut vraiment les faire, mais on peut vraiment les faire déjà de 1, et de 2, beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc sur ça, franchement, je suis refait. Et bah après, c'est indicatif de rien, parce que là, techniquement, je pourrais ne plus rien vendre jusqu'à la fin de l'année. Je veux dire, pour l'instant, je ne suis pas arrivé, quoi. Mais c'est hyper encourageant, quoi. C'est hyper encourageant, parce que moi, j'ai jamais rien vraiment entrepris dans ma vie. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu énormément peur de l'échec au point de ne pas essayer, en fait. Au point de me dire, ah, c'est pas assez bien, donc je le fais pas. Ou essayer un truc, faire deux itérations et arrêter parce que j'ai pas eu le succès attendu, etc. Et ça a souvent été mon problème pendant mais vraiment des années, quoi. Depuis que j'ai 13-14 ans. Plein de business, plein de trucs, plein d'aventures entrepreneuriales, entre guillemets, balbutiantes, mais qui n'ont jamais porté leurs fruits parce que je me laissais même pas le temps d'échouer, en fait. Il y avait une ombre de potentiel échec et j'abandonnais tout de suite parce que j'avais trop peur de perdre, j'avais trop peur d'échouer. Et ça m'a suivi pendant toute ma vie, quoi. Et vraiment, ce que j'en retire le plus que l'argent, plus que les chiffres, etc., c'est que j'ai réussi pour l'instant à créer quelque chose, à prendre des claques, mais à me relever et à continuer à continuer à le faire, à faire des vidéos, alors que c'est pas facile de montrer sa tête sur Internet et de parler à une caméra tout seul dans sa chambre. Donc vraiment, sur ça, je suis trop content. Donc voilà, c'était un peu... j'ai un peu yap pendant 15 minutes, mais c'était un peu mon ressenti de ces 30 jours. Donc si ça vous a intéressé et que vous êtes là encore à ce moment-là de la vidéo, déjà merci énormément. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, et ça me fait énormément plaisir. Ciao tout le monde!